L'objectif de cette troisième capsule est de commencer à entrer un peu plus dans le vif du sujet et d'apprendre à entrer des références directement dans Zotero depuis son navigateur. Il existe plusieurs méthodes pour ajouter des références dans Zotero. L'une d'entre elles, la principale, consiste à utiliser tout simplement son navigateur web en étant connecté à Internet. Il y en a d'autres qui feront l'objet d'une deuxième capsule. Alors, ici, la première chose à vérifier, c'est si, lorsque vous avez installé le logiciel Zotero, vous aviez bien installé ce que l'on appelle un connecteur compatible avec votre navigateur. Lorsque vous ouvrez votre navigateur, comme vous le voyez ici à gauche, vous avez normalement dans votre barre d'outils éventuellement ce petit symbole qui apparaît. Si on est sur une fenêtre totalement vide, là c'est sous Firefox, on a éventuellement le petit Z de Zotero qui peut apparaître. En tout cas, tout cela nous dit qu'on a bien un connecteur installé sur notre navigateur. Il est possible que, en réalité, vous ne l'ayez pas encore installé si vous ne voyez pas ce petit bouton. Donc pour cela, il suffit que vous alliez sur le site de Zotero, comme quand vous avez installé le logiciel, que vous alliez de nouveau sur la page de téléchargement, et vous voyez qu'ici à droite, il est indiqué connecteur Zotero pour votre navigateur. Lorsque vous allez vous y connecter, il va reconnaître automatiquement le site, va reconnaître automatiquement votre navigateur. Vous voyez qu'ici, il a détecté que j'étais sur Firefox. Si par hasard il y a une erreur de ce point de vue-là, il suffit de cliquer sur connecteur pour d'autres navigateurs et vous pouvez installer celui qui vous intéresse. Comme vous pouvez le constater, Zotero fonctionne avec Google Chrome, avec Safari, mais avec quelques difficultés en ce moment en fonction des versions de Safari que vous utilisez. Donc normalement ça fonctionne, mais vous risquez de rencontrer éventuellement des difficultés à l'installation. Si c'est le cas, ou si vous utilisez un autre navigateur que ces trois-là, je vous encourage vivement à installer le navigateur Firefox pour pouvoir utiliser pleinement Zotero. Il y a effectivement d'autres façons de procéder avec un marque-page, ce n'est quand même pas l'idéal pour utiliser Zotero au mieux de ses possibilités. Donc il suffira donc de cliquer sur installer le connecteur et vous verrez, c'est très simple, et il existe d'autres tutoriels qui le montrent en ligne. Alors, nous allons regarder comment, une fois que ce connecteur a été installé, comment l'utiliser pour récupérer des données bibliographiques. Vous l'avez vu dans la première petite capsule de présentation générale, c'est une opération très simple, c'est un bouton sur lequel il suffit de cliquer. Néanmoins, si j'ai décidé de vous faire cette petite capsule malgré tout, c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement pratique de ces aspirations d'informations, parce que, comme vous allez le constater, tout ne fonctionne pas toujours au mieux. Alors, on va commencer par exemple avec un ouvrage de façon très basique. Vous avez un livre dans le catalogue de la bibliothèque que vous fréquentez, et vous avez repéré cet ouvrage et vous souhaitez l'ajouter à votre bibliothèque Zotero. Il suffit donc de cliquer, comme vous l'avez vu déjà, sur ce bouton qui vous propose l'enregistrement, et comme vous le voyez, si on passe à Zotero, la référence a été ajoutée dans ma bibliothèque, et vous voyez, le panneau du document présente les métadonnées contenues de cet ouvrage. Alors sur la présentation, une petite parenthèse de Zotero sur ce format où le panneau des collections n'est pas apparent et où le panneau du document figure en bas, je vous renvoie à la vidéo précédente qui vous montre comment personnaliser l'interface en fonction de vos besoins. Alors si on regarde cette référence maintenant, on a ajouté une référence donc d'un livre, qui est un livre coécrit par Claire Lemercier et Claire Zalk, traduit par Arthur Goldhammer, d'ailleurs vous le voyez, c'est écrit ici, hein. On a les deux auteurs, et on a bien le traducteur, qui est Arthur Goldhammer. On a un livre qui a été publié en anglais, et là, si on regarde les fiches, on ne voit pas vraiment l'éditeur, donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Si je reviens à mon Zotero maintenant, je vois qu'on a un titre ici, sauf que comme vous le voyez, il y a un souci. Dans le titre sont indiquées les deux autrices et le traducteur. Par ailleurs, si je regarde les auteurs, je vois que la première autrice est bien Claire Lemercier. En revanche, Claire Zalk, la seconde autrice, est indiquée comme collaboratrice, et le traducteur est présenté comme collaborateur lui aussi. C'est le genre de choses qu'il faudrait modifier, puisque, en l'occurrence, Claire Zalk est bien la co-auteure, et Arthur Goldhammer est le traducteur.
Autre élément à remarquer, donc c'est le titre qui ne fonctionne pas, et donc il faudrait corriger. Et donc là, on commence à avoir une notice qui commence à être un peu plus propre, sauf que si vous regardez d'un peu plus près, si je clique dans le nom, vous voyez qu'ici, ce qui a été aspiré directement depuis le catalogue, c'est le nom suivi du prénom, le tout dans un même champ. Ça posera problème pour la suite. Quand on a un nom de personne avec Zotero, il faut impérativement que le nom soit dans le champ nom et le prénom dans le champ prénom. Ce type de champ unifié, et sert essentiellement lorsque on a le nom d'une institution, par exemple, ou enfin principalement quand c'est le nom d'une institution, d'une association, etc., et qu'on veut que ça apparaisse en un seul terme. Si vous regardez un petit peu sur la droite ici, vous voyez que on a ici l'affichage en une fois, et que si je place ma souris ici, afficher les deux champs, et là il a bien placé le tout en deux champs. Alors, pourquoi il y a ces problèmes? Eh bien, en fait, tout simplement parce que le principe du connecteur de Zotero, que vous trouvez dans la barre d'outils de votre navigateur, c'est qu'en fait, ce connecteur va aller chercher sur la page web que vous consultez toutes les informations qui vont lui permettre de remplir tous ces champs de métadonnées. Et donc, ce que vous trouvez dans votre Zotero dépend des informations qui sont précisées sur le site web. C'est-à-dire que si le lieu de publication n'a pas été indiqué, par exemple, eh bien, il n'apparaîtra pas dans votre Zotero à l'aspiration, mais aussi de la façon dont ces informations ont été tout simplement codées pour la page web. Et donc ce que ça explique, c'est que si par exemple on va chercher exactement le même livre, mais que cette fois-ci on va le chercher sur un autre catalogue. Donc je vous présente ce catalogue pour cet exercice parce que dans les conditions actuelles de confinement, le catalogue de Muse est en grande partie librement accessible gratuitement, et en l'occurrence, ce livre qui normalement est derrière un paywall, un mur de paiement, eh bien il est en libre accès à l'heure actuelle, et donc vous pouvez aller le consulter très facilement. Eh bien, si sur Muse je clique sur le même bouton, eh bien vous voyez que le livre a été aspiré, ces métadonnées, que cette fois-ci le titre est entré correctement. Il est entré correctement pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas les noms des autrices et du traducteur ajoutés dans le champ, mais par ailleurs, il est avec les auteurs avec bien deux champs, avec en revanche le traducteur qui est comme co-auteur, donc on va le replacer en traducteur. En revanche, contrairement à la référence précédente où il y avait bien la ville d'édition, Charlottesville, eh bien vous voyez que là, elle n'est pas présente, donc il faudrait l'ajouter. Le reste semble fonctionner. Ce qui nous manque en revanche, c'est le nombre de pages. Idéalement, il faut toujours l'indiquer. L'avantage sur Muse, c'est qu'on voit la dernière page de l'index, qui est la page 178 ici. Donc il suffit d'aller l'ajouter. Et donc là, notre référence est à peu près propre. Vous voyez qu'en fait, ce que ça signifie, c'est qu'en fonction du catalogue que vous allez utiliser, la qualité des métadonnées qui seront aspirées sera différente. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les difficultés ou les petites erreurs que vous pourrez éventuellement rencontrer ne sont pas liées, la plupart du temps, dans l'extrême majorité des cas, à un problème du connecteur de Zotero, mais à un problème du site que l'on utilise. Ce que ça signifie, c'est que quand on trouve une référence qui nous intéresse et que cette référence qui nous intéresse n'est pas correctement récupérée dans le navigateur, eh bien il suffit de chercher un autre catalogue. Donc là, dans la suite de cette petite capsule, je vais vous montrer d'autres exemples de métadonnées mal enregistrées pour vous montrer le genre de choses auxquelles il faudra être vigilant par la suite. Donc en vous montrant après ce livre classique, vous montrez un livre collectif. Ensuite, je vous montrerai des articles de revue, des billets de blog, des encyclopédies et des articles de presse pour qu'on puisse un petit peu voir le panorama du type de document qu'on peut enregistrer. Ce n'est qu'un petit panorama, mais c'est globalement ce que vous aurez l'occasion le plus souvent d'enregistrer avec Zotero. Alors si on part par exemple sur un autre catalogue, alors ça j'ai décidé de vous le montrer pour simplement vous signaler que beaucoup de sites marchands, de libraires, sont compatibles avec Zotero, et donc il est possible de récupérer des informations directement sur leur page. En revanche, d'un site à l'autre, c'est très inégal, donc il est tout à fait possible
que lorsque l'on trouve une référence sous Zotero, enfin un site qui fonctionne avec Zotero, finalement l'aspiration ne soit pas de très grande qualité. Si on prend cet exemple ici, j'aspire à la référence, et vous voyez qu'ici on a une référence qui a été aspirée, où là on retrouve non seulement les défauts du catalogue de Sciences Po juste avant, mais en bien pire, puisque vous voyez qu'ici on a un titre qui non seulement se voit affublé du nom des auteurs, mais aussi de l'éditeur, sans leur prénom, et le titre est incomplet, tandis que l'un des auteurs, en fait, finalement, c'est le nom du site, et qu'on n'a quasiment aucune autre information utile. Donc là, typiquement, si vous êtes confronté à ce genre de choses, la première chose à faire, c'est vous dire je vais sur un autre catalogue. Donc l'un des catalogues que vous pouvez mobiliser, par exemple, c'est le catalogue du SUDOC, le catalogue de le métacatalogue qui regroupe les notices de toutes les bibliothèques universitaires en France. Là, on est face exactement au même livre. Je clique sur le connecteur et vous voyez qu'ici, le livre est bien enregistré, que nous avons le titre qui est ajouté à peu près proprement, que nous avons des noms d'auteurs, un résumé, un lieu, éditeur, etc. C'est plus complet, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ces métadonnées. Par exemple, serviteur de l'État, on a déjà un E majuscule à État, ça c'est un petit détail, hein, mais qui est lié tout simplement au fait qu'il est absent de la notice. Mais par ailleurs, si vous regardez ici la couverture du livre, vous constaterez qu'il y a un problème avec le nom de l'auteur, puisqu'on a Marc-Olivier Baruch qui ne prend pas de tiret, et qui a été ajouté, ce qui est d'autant plus étonnant que si vous regardez la fiche, ici vous voyez qu'il n'apparaît pas, et donc pourquoi il apparaît? C'est parce que dans la fiche de la bibliothèque qui a entré les informations, un tiret a été ajouté par erreur. Ce que vous avez peut-être remarqué d'emblée ici, c'est que cette fois-ci, les auteurs de l'ouvrage n'apparaissent pas comme auteurs, mais comme éditeurs. Alors ça, c'est parce que c'est une traduction littérale de l'anglais. Ce sont les éditeurs de l'ouvrage collectif, c'est-à-dire le livre a été publié sous leur direction. Vous le voyez ici, hein, on a sous la direction de Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclerc. Et donc, ce que ça signifie, c'est que là, ici, ça a été entré correctement. S'il y avait écrit auteur, il faudrait le changer en mettant bien éditeur. Ce qui va nous manquer ici, c'est une information sur la collection, puisque là on voit bien que c'est un livre où il y a une collection, l'espace de l'histoire, et en l'occurrence elle a bien été, elle figure bien dans les métadonnées du SUDOC, mais la façon dont la page est encodée fait qu'il n'apparaît pas ici. Donc la collection, il faudrait l'ajouter. L'édition ici, ça correspond non pas à l'éditeur, ça soyez vigilants, c'est au numéro d'édition, c'est-à-dire qu'un livre paraît par exemple en 2010, il est réédité en 2020, c'est avec une deuxième édition revue et augmentée, eh bien c'est ici qu'on l'écrirait. Là, on a un autre problème, c'est le lieu d'édition. Pour un livre, le lieu d'édition, on ne met jamais autre chose que la ville de l'édition. Donc là, Paris nous suffit. Vous verrez que si vous décidez d'utiliser le SUDOC qui fonctionne assez bien avec Zotero pour récupérer les références des ouvrages que vous consultez, il faudra être vigilant puisque le SUDOC ajoute systématiquement le pays de publication et pas uniquement la ville de publication. La maison d'édition, c'est bien les éditions La Découverte. Là, il faudra que vous soyez vigilant et en fait, c'est vous qui devrez faire un choix, puisque les maisons d'édition sont citées dans vos bibliographies ou les notes de bas de page, souvent de façon différente. Par exemple, La Découverte, on peut mettre dans une note ou une bibliographie uniquement le mot La Découverte, ou alors laisser Édition La Découverte, ou alors on pourrait décider d'utiliser une petite abréviation Édition La Découverte, etc. Ça, c'est à vous de voir quels sont les usages en fonction de vos lectures, quels sont les usages que vous préférez avoir avec la bibliographie, quelles sont celles qui éventuellement s'imposent dans votre champ disciplinaire, etc. Mais une chose est certaine, c'est qu'il faut adopter systématiquement le même principe. Si là, ici, pour cette référence, j'ai ajouté la découverte, je ferai attention pour les prochaines références de cet éditeur à ne pas écrire édition la découverte pour que ce soit toujours le même éditeur qui apparaisse bien. On a ensuite
l'année, pardon, et le nombre de pages qu'on retrouve ici qui correspondent bien à celles qui étaient dans le fichier des métadonnées. Donc là, cette fois-ci, notre référence fonctionne bien. Il y a une dernière petite chose à corriger, c'est qu'il y a 2 points après serviteur de l'État et 2 points ici. En l'occurrence, on peut laisser les 2 points, mais le livre ne faisant pas apparaître 2 points, on aura plutôt tendance à procéder ainsi en mettant une virgule. Et là, ici, on a une référence bibliographique qui est propre et complète. Les ouvrages, vous pouvez donc les trouver dans vos catalogues de bibliothèques, sur des portails tels que Muse, mais aussi par exemple sur un portail tel que Cairn. Alors pendant longtemps, sur le portail Cairn, quand vous étiez sur un livre collectif ou sur un chapitre de livre collectif, il pouvait arriver que la référence soit enregistrée de façon un peu différente ou comme un article, etc. Ça fonctionne un peu mieux, mais comme vous allez le voir ici, si j'aspire les références, c'est bien enregistré comme un livre, mais le problème c'est que là, on a vraiment une feuille de métadonnées qui est quasiment vide, où on a uniquement le titre du livre, son ISBN, le lien vers Cairn, et quasiment rien d'autre, hein, excepté le résumé. Donc là, encore une fois, il faut aller chercher ça ailleurs. Alors, simplement, je l'ai ajouté dans cette petite démonstration pour que vous découvriez cet autre métacatalogue, c'est WorldCat pour World Catalog, qui est en fait une sorte de super sudoc, puisqu'il va interroger énormément de catalogues de bibliothèques universitaires dans le monde entier. Et donc quand vous faites une recherche sur WorldCat, vous pouvez même taper le nom de la région dans laquelle vous vous trouvez et voir si le livre est disponible dans les catalogues des bibliothèques à proximité. Ça fonctionne bien sûr aussi tout à fait dans le sudoc, comme on a pu le voir dans l'atelier. Là ici, si je reclique sur l'aspiration de la référence, vous voyez qu'ici on a bien le titre, les 2 auteurs, le résumé qui, comme vous le constatez, est un peu mieux encodé puisque vous voyez qu'ici on a des petits anti-slash et là le résumé semble plus propre, le lieu d'édition, l'éditeur, la date. En revanche, ce qui va nous manquer, c'est la collection qu'on va pouvoir ajouter. On l'a vu juste avant, hein, c'est un repère, et le nombre de pages qu'on trouve ici. Et là, on a une référence qui est propre. Ce que je vous ai montré ici, c'est comment on procède pour un livre. Alors il y a d'autres éléments sur lesquels on peut ensuite aller compléter des choses, hein, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre de volumes d'un ouvrage, en fonction de son édition, je vous l'ai dit, on peut ajouter un titre abrégé. Bien entendu, là c'est pas nécessaire, mais si je prends serviteur de l'État, vous voyez qu'ici par exemple j'ai le titre complet et le titre abrégé, qui sera éventuellement très utile si jamais j'ai une note de bas de page à faire avec un opcite. Ça, on verra ça dans une des prochaines capsules. C'est-à-dire si je dois citer 2 fois de suite ce titre de livre, le titre abrégé me fait gagner un certain nombre de caractères quand on écrit avec un volume imposé. Regardons maintenant comment ça fonctionne avec un article. C'est exactement la même chose que les livres, en fonction des catalogues que vous allez consulter, l'enregistrement de la référence sera plus ou moins complet, plus ou moins exact. Donc là, si on va prendre l'exemple d'un article publié récemment dans la revue Histoire et Mesure, et donc si j'aspire cet article en cliquant sur le connecteur, vous voyez que le symbole ici, ce n'est plus un petit livre bleu, mais un peu comme une feuille A4 imprimée, et donc ça veut dire que le connecteur de Zotero a bien remarqué que c'était un article de revue et non pas un livre. Et si je prends exactement le même article qui est aussi hébergé sur la plateforme Open Edition, et pas seulement sur Cairn, je vais faire la même chose. Et donc là, vous le voyez, exactement pour le livre, on va avoir des métadonnées qui vont être entrées de façon différente. Si je reprends la référence dans Cairn, on va constater que nous avons bien le titre principal, mais pas le sous-titre. On va constater que le nom de l'auteur, de l'autrice est bien entré, mais que le résumé a un certain nombre de problèmes d'encodage du texte, que la publication est mal entrée, puisqu'il ne s'agit pas d'histoire-mesure, mais bien d'histoire et mesure. On va avoir un petit problème, ça c'est quelque chose sur lequel il faudra être vigilant systématiquement, sur la question des volumes et des numéros. C'est-à-dire que là on constate qu'on a bien une revue dont c'est le volume 33 et le numéro 2. On avait la même chose qu'on pouvait voir sur Cairn, le volume 33 et le numéro 2.
Et ça a été enregistré ici, on voit bien les chiffres romains, mais avec un petit souci, c'est que dans les métadonnées, le mot volume a été ajouté. Alors que ça, il ne faut pas qu'il soit présent, on ne doit entrer uniquement la numérotation, que la numérotation, car ensuite Zotero, en fonction des styles qu'on utilisera pour faire nos citations, ajoutera lui-même soit VOL, soit volume, soit rien du tout, mais en tout cas c'est ensuite que tout ça sera géré par le logiciel. Donc il faudrait au minimum effacer cela. On a bien la pagination et on a une année de publication. Si je prends cette fois-ci la version avec Open Edition, cette fois-ci le titre est bien complet, le nom de l'autrice fonctionne toujours, le résumé cette fois-ci n'a pas de problème d'encodage, le titre de la revue est bien indiqué, il y a bien écrit histoire et mesure, et là on a quand même un petit défaut puisque vous pouvez le constater, le volume est indiqué ici mais il est répété dans le numéro donc il faudra changer cela. Vous pourrez constater qu'avec certaines revues, le connecteur va ajouter un numéro de volume alors que la revue n'a pas de volume. C'est le cas par exemple d'une revue comme Le Mouvement Social ou d'une revue comme 2021, anciennement 20e siècle, qui sont des revues qui ont des numérotations continues. Et donc là, il faudra être vigilant, si c'est le numéro 270 par exemple, de bien écrire le numéro 270 ici et ne pas le laisser dans volume. On vérifie toujours que la pagination ait bien été ajoutée. On vérifie la date de publication, vous voyez qu'avec Kern on avait bien uniquement l'année, mais avec Open Edition on a une date très complète, et là il faut l'enlever parce que bien entendu la revue n'est pas publiée le 31 décembre 2018, c'est éventuellement deuxième semestre 2018, éventuellement octobre-décembre 2018, mais jamais au jour près dans une bibliographie. Donc soit on précise la date exacte qu'on trouve sur la couverture, soit si on a été bien précis sur la pagination et sur le volume et le numéro, on peut se contenter de ne mettre que la date. Ici, vous voyez qu'on n'a pas de titre abrégé, on peut prendre le temps, lorsqu'on aspire la première référence, de tout simplement mettre le titre abrégé ici. Et notre référence est propre. Voilà pour les articles. Passons maintenant aux billets de blog. Vous voyez que depuis tout à l'heure, quand on a aspiré des références, en fonction du type de document, ici article de revue, nous avons une icône différente du type de document, ici un livre, qui a bien une icône en forme de livre. Et bien pour les billets de blog, vous voyez qu'ici l'icône, on la repère ici. Si Zotero repère un billet de blog, il va vous montrer un bouton différent. Le reste, c'est toujours la même chose. On enregistre la référence en cliquant sur le bouton. Et je vais en enregistrer 2 billets de blog en même temps pour vous montrer comment d'une plateforme à une autre, les références sont différentes. Si on prend ce billet de blog, sur la boîte à outils des historiens, on a bien le titre qu'on retrouve ici. On a le titre ici, c'est le bon qui est formulé là. L'auteur qui était présent ici. On a un résumé ici qui en fait est vraisemblablement une reprise des premières lignes du billet qui se trouve être la légende d'une illustration. Donc là, ça ne sera pas très utile en réalité. On a ensuite le titre du blog. On a une année. Alors là, comme vous pouvez le constater, l'année est très précise. On a y compris l'heure de publication qui a été enregistrée. Donc là, ici, on n'a pas besoin de toutes ces informations. Pour citer un billet de blog, on met la date exacte, mais on ne met pas l'heure de publication. Alors vous pouvez éventuellement le laisser. Dans la plupart des styles, il ne sera pas repris. Moi, j'ai tendance à plutôt conseiller de l'enlever de façon à ce que ça soit vraiment propre dans la base de données. On a ensuite l'URL. On a enfin un titre abrégé qui est vide, éventuellement on peut le compléter si on le souhaite pour que tout soit propre immédiatement. Mais là on a à peu près tous les éléments nécessaires. Éventuellement, en fonction des besoins de votre discipline ou des styles de citation que vous souhaitez utiliser, vous pouvez préciser dans type de site web, vous pourriez écrire qu'il s'agit d'un blog ou d'un carnet de recherche, etc. Si on prend cette fois-ci une autre référence enregistrée, mais cette fois-ci sur la plateforme Hypothèse, on retrouve bien le titre, le nom de l'auteur, le résumé ici c'est exactement comme tout à l'heure, hein, les premières lignes, le titre du blog. Là vous voyez qu'ici, titre de site web, il a été écrit billet,
On peut le laisser ou l'enlever, ça dépend des normes que vous utiliserez. Moi j'ai tendance à considérer que c'est pas nécessaire si on sait que c'est un billet de blog, mais on peut l'ajouter. C'est ce qui fait que par exemple dans certains styles de citation, dans les bibliographies, il y aura entre crochets écrit billet ou blog, etc. pour différencier ce type de citation des autres. En revanche, vous voyez que ce qui manque sur la plateforme Hypothèse, c'est la date de publication du billet. Cette date, il faut donc qu'on aille la chercher nous-mêmes en allant regarder où elle se trouve. Et donc, en général, c'est tout en haut ou tout en bas d'un billet. Vous voyez qu'ici, j'ai bien la date du 16 mars 2020. Donc, je vais pouvoir écrire 16 mars 2020. J'ai bien l'URL. Je peux ajouter un début de titre abrégé. On peut décider par exemple de mettre un titre abrégé de cette façon-là en ajoutant 3 petits points si on le souhaite. Ça c'est vraiment une question de pratique, vous verrez à l'usage. Et donc là on a une référence à un billet de blog. Encyclopédie maintenant. Si on regarde Wikipédia, vous voyez que cette fois-ci l'icône est encore une fois différente, qu'il a reconnu une encyclopédie, donc il m'a mis une icône différente des 3 que nous avons pu constater jusqu'à présent, et que si je clique sur le bouton, l'encyclopédie va m'enregistrer le titre qui est le bon titre, pas d'auteur, ce qui a un sens, puisque sur Wikipédia, comme vous le savez, c'est une encyclopédie collaborative, alors on pourrait éventuellement regarder l'historique de la page, repérer les noms ou les adresses IP des principaux auteurs pour les ajouter. C'est une pratique qui ne se fait pas vraiment. Un article Wikipédia, c'est un article écrit de façon collaborative, un article commun, on ne met pas de nom d'auteur. Le titre de l'encyclopédie, on a bien Wikipédia indiqué ici. Alors on pourrait éventuellement ajouter, pour être vraiment très complet, mais c'est absolument pas une obligation, si on met uniquement comme titre Wikipédia, c'est suffisant. On n'a pas besoin de préciser des noms de collection, le lieu, l'édition, etc. puisque là on est dans une fiche encyclopédie qui pourrait fonctionner avec une encyclopédie papier, mais là on est sur une encyclopédie libre, on va maintenir ce qui a bien écrit ici. On a une date ici, qui est la date, vous voyez, du 24 mars 2020. Alors parfois la date n'est pas ajoutée, là on a de la chance, ça a été ajouté correctement. Alors cette date correspond à quoi? Cette date normalement correspond, si vous allez tout en bas d'une page Wikipédia, ici, vous avez toujours la date de la dernière modification de la page. Et effectivement, je vous encourage systématiquement à dater les notices que vous entrez dans Zotero de la date de dernière modification, qui peut être tout à fait différente de la date de consultation. Vous voyez que la date de consultation, c'est bien la date du 1er avril 2020. La date de la notice, c'est celle du 24 mars 2020. Pourquoi il est important de faire ça? Parce que justement, l'encyclopédie Wikipédia est une encyclopédie collaborative et évolutive. Des modifications pourraient être apportées dans les jours à venir, avec une information que vous aurez considérée comme intéressante et qui éventuellement disparaîtrait ou serait un peu modifiée. Donc il est toujours important d'avoir la date à laquelle la notice avait été écrite. Ça vous permettra ensuite de vérifier les informations qui éventuellement seraient ajoutées, supprimées, etc. et de vraiment correctement identifier la ressource que vous avez utilisée dans le cadre de votre travail. Une autre encyclopédie, Universalis, dont je vous rappelle qu'il existe 2 versions, la version Universalis sur le web classique et la version universalis.edu, qui est celle à laquelle vos centres communs de documentation vous donnent accès quand vous êtes connecté avec les codes de votre bibliothèque, qui est plutôt celle qu'il faut utiliser puisque c'est dans cette version-là qu'on a les articles les plus complets. Et bien là, encore une fois, je clique, ça enregistre la référence. Et là, je tenais à vous montrer Universalis, puisque là, il y a un problème courant à l'utilisation d'Universalis, c'est que les titres principaux des entrées de cette encyclopédie sont systématiquement en majuscules, et ça, c'est la première chose qu'il faut penser à corriger, puisqu'on ne met pas les titres en majuscules, et quand bien même on aurait pour des besoins de citation dans certaines bibliographies à mettre des choses en majuscules, il faut laisser Zotero ensuite le gérer quand on fait les citations, mais à l'entrée, il faut écrire correctement les éléments de cette façon-là. Vous voyez qu'ici, il y a un autre défaut. Le nom de l'auteur, Cardon, a été mis en majuscule. Exactement comme pour les titres, il ne faut pas le faire, il faut laisser
le logiciel, quand on fait les bibliographies, décider de placer les noms en majuscules ou en minuscules en fonction des choix de style que l'on aura fait. Si on le met en majuscule, Zotero ne sera pas capable de le passer en minuscule. En revanche, s'il est en minuscule, il sera capable de le passer en majuscule. On voit qu'ici, on a un résumé qui sont les premières lignes de la notice. En revanche, il nous manque le titre de l'encyclopédie qui en fait a été placé en maison d'édition, donc on le déplacera. On a ensuite une URL et la date de consultation. De fait, contrairement à Wikipédia, sur Universalis, vous ne disposez pas de date de publication de l'article. Si vous descendez ici jusqu'en bas, vous verrez que pour citer l'article, on nous indique des références, mais pas la date d'écriture ou de mise en ligne ou de publication ou de mise à jour. Donc en fait, on est obligé de ne pas mettre de date de publication et de se contenter de la date de consultation éventuellement. On a bien l'URL, la référence a été entrée proprement. Pour finir ce tour d'horizon des types de documents, on va passer à la presse avec un autre exemple où ici par exemple je suis sur le site du Monde. Et bien ce que vous pouvez constater, c'est que le connecteur a repéré qu'il s'agissait d'un article de presse, puisque vous voyez que l'icône a encore une forme un peu différente, ça représente un journal papier plié. Si je clique sur le bouton, il va bien enregistrer la référence. En revanche, ici encore, des choses sont à vérifier. Première chose, vous voyez qu'on a bien un titre. En revanche, nous n'avons pas de nom d'auteur, alors qu'il y a bien un auteur à cet article. Et donc, on va simplement aller le préciser. La date pour un article de journal, c'est toujours la date du jour. L'horaire, s'il avait été indiqué, n'était pas forcément nécessaire. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un article, comme vous le voyez, qui a été mis en ligne sur la catégorie pixel, c'est-à-dire tout ce qui concerne un petit peu le numérique autour du monde, publié sur lemonde.fr. Donc on n'a pas de page de publication, puisqu'on n'est pas en train de citer un article dans le journal, mais bien un article qu'on a consulté en ligne. Donc il n'est pas nécessaire de mettre une page. En revanche, on fait bien attention que l'URL soit bien mentionnée ici et qu'on ait bien une date de mise en ligne. À partir du moment où on a consulté lemonde.fr, on va laisser éventuellement lemonde.fr, ou si on sait que c'est un article de toute façon publié dans la version écrite, on peut décider de l'enlever. Ça n'a pas grande importance. En revanche, c'est un petit peu comme pour tout le reste. On choisit une convention et on s'y tient par la suite, et on ne change pas en fonction des articles des uns et des autres. Dernier exemple d'article de presse, je voulais vous montrer un exemple d'un site pour lequel le connecteur ne reconnaît pas le type de document qu'on est en train de voir, puisque comme vous pouvez le constater ici, sur le site de Mediapart, Zotero n'arrive pas à repérer le connecteur. Il n'y a rien sur le site de Mediapart, pour le dire autrement, qui indique au connecteur de Zotero que ce que l'on est en train de consulter, c'est un article de presse. Et donc en fait, c'est une icône que vous rencontrerez très souvent sur Internet lorsque les sites ne sont pas formatés de telle façon à ce que le connecteur puisse vraiment reconnaître le type de document. Et donc ce que nous propose Zotero, c'est d'enregistrer en fait une page web. Donc en fait, tout simplement en cliquant sur ce bouton, vous voyez qu'ici on a un type de document qui s'appelle page web. L'icône est un petit peu différente encore de celle des autres. Et en revanche, on a quand même des informations qui correspondent à peu près à ce que l'on veut. On a bien le titre, qui est bien le titre qu'on retrouve ici. On a bien le nom de l'auteur écrit correctement. On a le titre du site web, mais en revanche, il va nous manquer la date, etc. Donc là, qu'est-ce que l'on va faire? Et donc là, ici, on va expliquer que c'est un article de journal, un article de presse. Et donc là, vous voyez, la feuille des métadonnées change un petit peu. La publication, c'est bien Mediapart. On va simplement ajouter la date, qui correspond au 9 mars 2020. Vous voyez qu'ici j'ai écrit 9 mars 2020 et que Zotero a reconnu que c'était le jour, le mois, l'année. J'aurais tout à fait pu l'écrire de la façon suivante. Vous voyez qu'il reconnaît l'année, le mois, le jour. En réalité, la façon dont vous entrez la date exacte dans Zotero n'a pas grande importance, puisque c'est un petit peu comme pour les majuscules sur les noms de famille. C'est quelque chose que Zotero gérera avec le style de citation que vous utiliserez. Simplement, essayez d'avoir à peu près l'habitude de toujours entrer à peu près de la même façon, mais simplement sachez que si vous entrez les informations correctement, peu importe leur ordre, si ça correspond à un format standard, Zotero est capable de le repérer.
On n'a pas besoin de mettre des pages puisque c'est un article en ligne numérique. On a l'URL qui a été ajoutée, la date de consultation, notre référence, cette fois-ci, est complète. Pour finir cette première petite capsule, une petite mention, vous avez peut-être remarqué que si vous aviez regardé la toute première capsule de présentation générale de Zotero, lorsque l'on enregistrait une référence, des choses étaient ajoutées automatiquement. Et si vous avez regardé la seconde capsule d'appropriation de l'interface, vous comprenez que ce qui n'est pas fait ici, c'est l'aspiration automatique, par exemple, d'une capture d'écran. Alors je vous remontre comment on modifie cette chose. C'est dans les options de Zotero, on va dans les préférences, et dans les préférences générales, vous voyez, Général, gestion des fichiers, j'avais décoché faire une capture automatique de la page lors de la création des documents à partir de pages web. Une chose est importante avec Zotero, c'est que vous devez réfléchir à votre usage et aux raisons pour lesquelles vous entrez les références dans votre bibliographie. Parce que, par exemple, ici, je vais recocher faire une capture avec la page web. Ici, pour tout ce qui va être article de revue ou livre, faire une capture de la page de présentation d'un article ou d'une revue ne sera pas forcément nécessaire puisque les informations qu'on y trouve sont dans la feuille de métadonnées. En revanche, quand on consulte un article en HTML, qu'il s'agisse ici par exemple d'un article de presse ou par exemple sous Kern, quand il s'agit d'un article qu'on a pu consulter parce qu'on était connecté ou parce qu'il était en libre accès, comme celui-là par exemple, eh bien il peut être intéressant de laisser cocher l'ajout de la capture d'écran parce que vous voyez que ici, si je coche, cette fois-ci, contrairement aux exemples précédents, on a une capture d'écran. Alors, première chose, hein, on a encore le même problème que tout à l'heure, donc on doit corriger et rendre ça un petit peu plus propre. On ajoute le sous-titre. Donc là, on a une référence qui est propre. Et ce que l'on a, c'est la capture d'écran. Pourquoi c'est intéressant d'avoir la capture d'écran? Parce que si je double-clique sur cette capture d'écran, Zotero va ouvrir une page web, et ce que vous constatez ici, c'est que l'on n'est pas sur Internet, on est dans mon ordinateur. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous allez récupérer des références sur Zotero, au moment où vous êtes connecté à Internet, en fonction des types de contenus qui vous intéressent, et c'est particulièrement valable pour la presse, vous avez accès temporaire, par exemple, il y a plein de quotidiens qui vous donnent accès, par exemple, à 3 articles par semaine. Vous allez consulter un article, vous l'ajoutez à votre Zotero. Eh bien, si on récupère, par exemple, pour prendre un exemple ici, vous voyez que j'ai ajouté cette référence sur Mediapart, je la corrige immédiatement en article de journal. Ça, c'est vraiment une habitude qu'il faut absolument que vous preniez pour que la feuille de métadonnées soit exacte et qu'on ait pu à y revenir par la suite. Et si je veux relire l'article hors connexion, eh bien j'y ai accès directement sur mon ordinateur. La raison pour laquelle récupérer des captures d'écran peut être utile, c'est parce que, premièrement, je viens de vous le dire sur la presse, éventuellement, l'article auquel vous avez accès maintenant, vous n'y aurez peut-être plus accès pour des raisons d'abonnement, etc. Et s'il s'agit d'une source importante pour un travail que vous réalisez, ça vous assure d'en garder une trace. Mais l'autre raison, c'est que sur un blog, par exemple, un auteur peut tout à fait décider de supprimer le billet. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer que sur le site, sur le blog de la boîte à outils des historiens, pour une raison ou pour une autre, ce billet-là soit supprimé dans le mois qui vient, et donc du coup, vous n'avez plus accès à son contenu. Donc ça, c'est une façon pour vous aussi, en cas de besoin, en fonction du type de travaux que vous aurez à réaliser, de vous assurer de garder des références en mémoire dans votre ordinateur, dans votre Zotero, et de pouvoir surtout le consulter hors ligne en fonction des usages mobiles que vous avez, de l'accès ou pas à un internet mobile que vous pourriez accéder. Ça vous garantit la possibilité de reconsulter l'article directement depuis votre Zotero en local ou alors sur votre bibliothèque Zotero synchronisée avec le serveur du logiciel.